Les podcasts de La Paillette. Découvrez l'une des rencontres du Festival des médias indés qui s'est tenu les 11 et 12 avril 2026. Bonne écoute. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Anis. Je travaille pour une association qui s'appelle l'association Singa. Aujourd'hui on va vous présenter un peu ce projet Voix en exil qui accompagne des journalistes en exil. On va échanger un peu avec Samuel qui va se présenter aussi. Et puis l'idée ça serait si vous avez des questions on peut échanger avec vous. Donc qu'est-ce que Voix en exil? Donc c'est un projet qui est né en 2024, qui a pour objectif d'accompagner des promotions de journalistes en exil en France. Donc c'est géré par un consortium composé de l'association Singa pour laquelle je travaille, du CFI qui est l'Agence française de développement média à l'international. En fait c'est la première fois qu'ils portent un projet en France. La Maison des journalistes qui est une association à Paris qui accueille et héberge des journalistes en exil. Et Reporters sans frontières. Ce projet, il est financé par le ministère des Affaires étrangères jusqu'en 2027. Et je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Jean-Samuel Mentor, je suis journaliste haïtien, je viens d'Haïti. Et ça fait depuis 2023. Depuis 2023, je suis en France à cause des menaces encourues dans mon pays. Menacé parce que je travaille sur des sujets extrêmement sensibles liés à la corruption, aux ventes d'armes, au trafic d'armes, trafic d'organes, tout ça. Et donc, du coup, depuis 2023, je suis en France, réfugié politique, et je ne peux pas retourner dans mon pays. Merci. Donc je vais un peu expliquer comment fonctionne le projet Voix en exil. Euh, L'idée est donc d'accompagner 4 promos de journalistes. Aujourd'hui, on vient d'accompagner la deuxième promo. On espère, normalement, la troisième promotion arriverait cet été. On lance un appel à candidature vers le mois de mai. Aujourd'hui, on a accompagné à peu près une trentaine de journalistes issus de 9 pays différents à peu près. Et donc, ils viennent d'Afghanistan, d'Iran, de Syrie, d'Égypte, de Russie, de Biélorussie, de Tunisie, du Togo, de Guinée et d'Haïti. Je sais pas, je crois que j'ai dit toutes les nationalités. Comment se construit le programme? Sur 6 mois, on les accompagne à travers des formations et des workshops, des ateliers pour apprendre en fait le paysage médiatique français, le droit de la presse en France, les structures juridiques pour créer un média, euh, mais aussi des ateliers un peu de prise de parole en public, des cours de français également. C'est ce qu'on nous on les accompagne. Il y a aussi une aide administrative, psychosociale, un soutien plutôt, et de l'hébergement pour certains et certaines. C'est sur les 6 mois. La plupart de ces journalistes veulent aussi monter leurs médias en France. Certains, c'est un tout nouveau média qu'ils souhaitent lancer. Pour d'autres, c'est un média qu'ils avaient déjà dans le pays d'origine, un média qui a été arrêté. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de le relancer. Certains l'ont déjà relancé aujourd'hui en ligne. Au bout de ces 6 mois de programme, ils vont avoir 3 mois de post-programme, c'est-à-dire ils ont moins de formation, mais il y a toujours cet accompagnement de notre côté pour les aider à développer leurs médias, c'est-à-dire mise en réseau, par exemple. Donc ça, c'est sur l'accompagnement. L'autre volet, c'est la mise en visibilité du journalisme en exil et des profils des journalistes. L'idée, c'est de faire intervenir ces journalistes sur des tables rondes, sur des festivals, en tant qu'experts de leur domaine, mais aussi en tant que modérateur pour certains et certaines qui maîtrisent l'art de la modération. Et donc voilà, l'idée c'est de montrer que c'est des gens capables, qui ont été journalistes depuis 10, 15 ans pour certains d'entre eux, qui ont aussi un énorme réseau dans le pays d'où ils viennent, qui peuvent énormément enrichir l'espace et le paysage médiatique français de par leur réseau, leur connaissance et des sujets qu'ils maîtrisent. Et donc, c'est aussi ce volet-là. Le dernier volet, c'est donc la mise en réseau des journalistes. C'est aller voir, rencontrer des médias mainstream ou des médias indépendants pour leur parler du profil des journalistes, les thématiques sur lesquelles ils ou elles travaillent, voir s'ils peuvent contribuer à développer leurs projets avec ces médias.
Euh, et en fait, quand ils développent des médias, ils ont plusieurs types de médias. Il y a le média classique, en ligne, avec des articles. Ça peut être de l'investigation, ça peut être du reportage, plutôt sur des sujets culturels, mais il y a aussi du documentaire et du podcast, ainsi que des projets livres. Euh, c'est à peu près les quatre types de médias que l'on trouve qui sont développés. Enfin, on a créé un blog qui s'appelle Voix en exil sur la plateforme Substack, où vous pouvez retrouver les articles des journalistes ainsi que leurs profils. C'est-à-dire des articles qu'ils ont écrits dans le pays ou qu'ils continuent d'écrire aujourd'hui. Là, je vais te laisser la parole et je vais un peu échanger avec Samuel pour voir peut-être un peu. Toi, tu es journaliste de la promo 1, donc tu es passé en fait à la fin du programme de 9 mois. Il passe devant un jury qui est composé par des gens, par exemple d'Arte, mais aussi d'autres médias indépendants, euh, et pour pitcher leur projet. Et le jury détermine une subvention entre 5 et 15 000 euros pour les projets de chaque journaliste. Là, il y a 10 projets qui sont passés pour la promo 1. La promo 2 passera devant le jury en avril. Et sur les 10 projets qui sont passés pour la promo 1, ils ont tous eu des subventions entre 15 et 5 000 euros. Et Samuel, donc toi, tu es passé devant le jury et tu travailles sur un projet média. Peut-être juste avant, nous expliquer, échanger avec toi, comment tu t'es retrouvé en France, pourquoi tu es devenu un journaliste en exil. Alors, il faut dire que moi, je travaille comme journaliste depuis 2017 en Haïti. Et surtout, on commence avec la radio parce qu'en Haïti, la radio, c'est très, très écouté. Tous les journalistes, ils commencent toujours avec la radio. C'est le canal qui est le plus écouté en Haïti tous les matins quand on se lève. On dit ça en Haïti, il faut avoir un peu l'attention de la rue pour connaître comment ça se passe, est-ce qu'on peut sortir. Depuis 2017, j'ai commencé avec la radio. Et 2017 jusqu'à 2020, pendant la période de Covid-19, il y avait la pandémie. Et comme c'est un métier qui est précaire, le journalisme, on a mis pas mal de journalistes en mise en disponibilité sans solde parce qu'il y avait pas d'argent. Il y avait le Covid, tout est fermé. Et c'est là que moi et d'autres collègues et confrères journalistes, on a décidé de créer notre propre média qui s'appelle Haïti News 2000. On était 12, on s'est mis ensemble pour fonder ce média. Parce qu'on voulait aussi être indépendant. En Haïti, il y a la liberté de la presse, il y a la liberté d'expression, c'est acquis depuis 1986. Mais il y a cette question que des milliardaires, des millionnaires qui financent la majorité des médias. Il n'y a pas vraiment de médias indépendants en Haïti. On peut compter 5 ou 10 médias qui sont indépendants, qui peuvent traiter des sujets qu'ils veulent. Mais après, les radios, même le plus vieux quotidien en Haïti, c'est totalement financé par la publicité et par des hommes d'affaires. Donc du coup, on ne peut pas traiter tous les sujets qu'on veut traiter. Et aussi par des hommes politiques aussi, des députés. La présidence finance ces médias. Et c'est là pour nous en 2020. Malheureusement, on nous a poussés dehors, mise en disponibilité sans solde. C'était malheureusement, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas un salaire. Mais pour nous aussi, les journalistes qui voulaient vraiment traiter des sujets qu'on voulait, c'était bien pour nous. On a décidé de cofonder ce média qui s'appelait Haïti News 2000. Je vais vous dire après ce qui s'est passé avec Haïti News 2000. Et Haïti News 2000, on s'est penché sur l'enquête. On voulait traiter des sujets, mais il n'y avait que 3 d'entre nous qui faisaient déjà de l'investigation. Heureusement, on a trouvé une collaboration avec ici IJ, qui est International Consortium Investigative Journalists. Ils ont travaillé sur pas mal d'enquêtes, sur Pandora Papers, sur Panama Papers. Donc du coup, on a eu une formation avec eux intensive pour les journalistes qui ne sont pas dans l'enquête. Et c'est de là qu'on a commencé à faire des enquêtes. On a fait des enquêtes sur la prison civile en Haïti qui a eu beaucoup de corruption. Il y a beaucoup de morts dans la prison civile, dans des prisons civiles en Haïti.
Et ces prisonniers, on a pu voir que ces prisonniers meurent de faim. Et on sait qu'il y a beaucoup d'allocations qui sont dirigées, il y a beaucoup d'aides qui sont allouées aux prisons civiles. Et c'est là on a vu qu'il y a près de 1 million de dollars qui sont dilapidés et par la direction pénitentiaire en Haïti. Et on a sorti l'enquête. L'enquête heureusement pour nous, parce que c'est ce qu'on voulait faire comme journaliste, faire bouger les choses. Et le directeur, à l'époque, de l'administration pénitentiaire a été démis de ses fonctions. On a continué, on a fait une enquête aussi sur l'exploitation sexuelle. Il y a des jeunes vénézuéliennes, des jeunes brésiliennes, des jeunes mexicaines, 19 ans, 18 ans, et cubaines, et qui sont dans des situations difficiles dans leur pays. Et on les a offert de l'or. On dit, oh, il y a beaucoup de travail en Haïti, vous savez danser. Vous pouvez venir en Haïti, vous allez gagner 5 000, 6 000 dollars américains par mois. Et on a démantelé ça avec notre enquête, grâce avec aussi, je peux le dire, avec des collaborations des organisations des droits humains qu'on travaillait de main en main avec eux. Et on a pu mener certaines enquêtes et on a vu qu'il y a des hommes politiques qui sont impliqués dans ces exploitations sexuelles, des cadres de la police nationale et qui sont impliqués. Et heureusement aussi, l'homme qui était derrière ça, c'est un richissime en Haïti. Il a été condamné, il est en prison maintenant. Et le club dont il possédait est sous scellé maintenant. Bon, on ne sait pas si ça existe encore en Haïti. Mais grâce au concours des organisations des droits humains, on a pu mener l'enquête. Et jusqu'en 2023, c'est quelque chose qu'on savait qui existe en Haïti. Il y a beaucoup d'agents de sécurité en Haïti parce que ça fait longtemps, depuis des dizaines d'années, la police nationale a délégué aux compagnies privées de sécurité. Ils peuvent sécuriser des entreprises, des bâtiments publics, des ambassades, c'est autorisé. Mais ce qui n'est pas autorisé et qu'on sait et on voit tous les jours en Haïti, ce sont des agents de sécurité qui ont des mitraillettes, qui ont des AK-47. Ils sécurisent ces bâtiments. Bon, pour nous, c'est normal, parce que c'est un pays qui est sous la coupe des gangs. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que ce n'est pas autorisé par la loi. Et on a dit, bon, on va faire un sujet, un papier là-dessus pour expliquer que ces compagnies privées qui ont des agents de sécurité avec des armes très lourdes, ce n'est pas autorisé. Et puis, ça ne crée pas vraiment la confiance pour les clients qui vont dans des entreprises comme une banque, une compagnie de téléphone. Donc, du coup, on a voulu commencer avec l'enquête. C'est de là on a pu comprendre. C'est un vaste réseau qui a du trafic d'armes, c'est un vaste réseau où des hommes d'affaires, des politiques, des policiers, hauts cadres du haut état-major de la police nationale profitent de ça pour faire un grand business. Là, dès les premières démarches pour avoir les informations, il faut dire aussi, en Haïti, on n'a aucune information parce qu'il n'y a même pas de site en ligne, rien n'est enregistré. Il faut avoir pas mal de réseaux d'amis qui connaissent un ami qui connaît un ami pour avoir les informations. Mais pour nous, c'était dès les premières démarches pour avoir des informations, on a pu voir que près de 80% d'entreprises, de compagnies privées de sécurité qui fonctionnent en Haïti n'ont pas l'autorisation, ne sont pas enregistrées au sein du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Là, c'était déjà un problème pour nous. Je crois qu'on était 12 dans le journal. On s'est mis 7 journalistes à enquêter sur le sujet. Et 4 d'entre nous ont décidé d'infiltrer certaines compagnies privées de sécurité, y compris moi. Et j'ai infiltré une compagnie privée de sécurité qui était contrôlée, qui était dirigée par le directeur de la police nationale d'Haïti à l'époque, maintenant qui est démis de ses fonctions. Et c'est là on a pendant 3 mois, j'étais là, je voulais comme une simple personne qui voulait travailler comme agent de sécurité dans une agence de sécurité.
Et il y a une formation de 6 mois. Pendant 3 mois, on vous montre comment tenir un pistolet, comment tenir un fusil de calibre 12. Et puis, on vous passe quelques tests et on part dans un tir de champ, on vous montre comment tirer. C'était aussi simple que ça. Mais pendant ces 3 mois, on a pu comprendre que je n'étais pas vraiment une simple personne, mais j'étais un journaliste. C'est de là commencent les menaces. Et les 3 mois qui se sont suivis, j'ai pu apprendre que mon nom, alors j'avais un avis de recherche derrière moi qui circulait sur tous les groupes WhatsApp des policiers. Alors c'était pas officiel, j'avais pas une affiche qui est affichée partout dans les télés, mais officieusement sur les groupes WhatsApp des policiers, il y avait un avis de recherche qui a été mis contre Jean-Samuel Mentor et par le directeur de la police nationale parce que il a découvert que j'enquêtais sur sa compagnie privée de sécurité. Et là, j'étais en France pour le prix Bayeux Calvados Normandie, dont j'ai été l'un des lauréats. Et à mon retour en Haïti en octobre, en octobre, je suis venu en France pour le prix. À mon retour en Haïti en octobre, et il y avait des policiers qui m'attendaient déjà à l'aéroport pour m'emmener pour des questions, pour des gardes à vue. Mais ce qui se passe en Haïti, quand vous avez des policiers qui vous emmènent dans une garde à vue, c'est fini. Parce que actuellement, depuis 2021, toutes les institutions sont tombées en Haïti. Il n'y a rien qui fonctionne, la justice, la Cour de cassation, il n'y a vraiment rien qui fonctionne. Les mandats des juges sont arrivés à terme, les mandats des parlementaires sont arrivés à terme, le président il a été assassiné, comme vous le savez. Et le pays maintenant est dirigé par un premier ministre, ça fait longtemps. Vraiment, tout est en berne. Donc du coup, si vous avez un policier qui vous arrête, c'est fini pour vous. Vous ne savez pas quand vous allez être libéré. Et c'est le cas pour plusieurs personnes. Moi, je connais, il y a des gens qui sont emprisonnés, qui sont dans des prisons parce qu'ils ont volé un téléphone. Et là, maintenant, ils purgent près de 10 ans de prison. Ils n'ont jamais passé devant un juge. Ça, c'est une autre chose. Donc, du coup, j'ai appelé un ami qui, lui aussi, il est policier. Il m'a dit, non, Samuel, ne suis pas ces policiers. Comme tu sais déjà, tu as déjà un avis de recherche derrière toi et ça va être la fin pour toi. Et puis, il m'a dit, attends, moi, je ne suis pas trop loin de l'aéroport, je viens te récupérer. Heureusement, il m'a récupéré. J'ai passé 2 semaines et en cachette. J'étais chez des amis, chez des proches. Et voilà. Mais pendant ces 2 semaines, ma maison a été criblée par balles, ma voiture a été criblée par balles, comme ça. Et ma femme qui était avec moi, heureusement, je l'avais dit, bon, on vient de me chercher. Je suis recherché par la police. On doit se mettre à l'abri. Ma femme, elle aussi, elle est journaliste. On travaille ensemble dans le même journal et elle travaille aussi sur le dossier avec moi. Je lui ai dit ça. Heureusement, elle n'était pas à la maison au moment même qu'on a criblé la maison par balle. Et donc, du coup, j'ai passé 2 semaines vraiment de l'anonymat, de clandestin, jusqu'à ce que je suis retourné en France. Et mon visa n'était pas encore expiré. Et heureusement, parce que trouver un visa en Haïti, c'est extrêmement difficile. Quitter le pays même actuellement, c'est extrêmement difficile. Et depuis 2023, je suis en France et j'ai été surtout dans le Var avant de rejoindre Voix en exil et qui a tout changé aussi parce que j'avais une idée quand je suis arrivé en France, comme je suis francophone, je connais des confrères journalistes, ça va être facile pour moi. Mais du tout pas, c'était extrêmement difficile. Et donc tu arrives à Toulon, c'est ça? Et tu vois que c'est le métier, enfin en tout cas redevenir journaliste, c'est difficile en France. Tu as essayé plusieurs fois. Et pourquoi tu as continué à vouloir travailler en tant que journaliste en fait? Alors je devrais soit aller aux États-Unis, qui est plus proche, 45 minutes de moi, parce que on était 12 et dans le journal. Maintenant, il reste que 4 journalistes dans le pays parce qu'on est tous des réfugiés maintenant politiques. Et les autres collègues, ils sont partis vers les États-Unis. Moi et ma femme, on est en France. Et elle m'a rejoint 4 mois après.
Mais je pensais que c'était plus facile pour moi de continuer à être journaliste, à exister comme journaliste, parce que, comme je vous le disais, je suis francophone, je connais pas mal de journalistes, je collabore avec pas mal de médias en France. Ça allait être plus facile. Et là, je suis arrivé en France en 2023, octobre 2023. Je me suis rendu directement dans le Var. Pourquoi? Parce que je connaissais une association qui s'appelle Welcome Var, qui me sollicitait assez souvent pour des conférences, pour des activités qui sont liées avec mon métier. Et je connaissais déjà aussi la présidente de cette association et on a pris contact et je suis parti à Toulon et ils m'ont logé, ils m'ont donné un logement. Et moi, je faisais du bénévolat aussi pendant les mois que j'ai commencé avec ma demande d'asile. Bon, heureusement pour moi, ça a pris pas mal, moins de temps par rapport aux autres personnes. Je crois que ça m'a pris 4 mois pour avoir les papiers, demande d'asile, passé par l'OFPRA, qui est très, 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 très difficile pour la démarche même en soi, parce qu'on sait qu'on ne peut plus retourner après avoir ses papiers dans le pays. Et là, c'était extrêmement difficile les 6 mois qui se sont suivis parce que là, je suis totalement déconnecté avec la réalité journaliste, avec Haïti, avec mon quotidien que j'avais. J'étais dans l'actualité. Moi, étant journaliste, pendant toutes ces années, je vivais de ça. Je vivais de l'actualité, je respirais de l'actualité. Et j'écoutais, je zappais tous les matins. Et là, je me suis trouvé à Toulon, déconnecté. Je n'avais personne. Et c'était difficile. Je me suis dit, j'ai commencé à douter, qu'est-ce que je fais ici? J'étais journaliste, maintenant je ne suis plus rien. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je suis totalement déconnecté. Je commence à chaque fois que je prends des nouvelles d'Haïti, ça devient tellement dur. Pourtant, en Haïti, j'avais des infos parce que tous les jours qui étaient horribles et j'avais rien. Et maintenant, quand j'écoute, il y a des informations, les gangs ont attaqué un quartier, ça devient tellement pesant pour moi. Et j'étais obligé d'aller voir un psychologue pour expliquer ce qui se passe parce que j'étais dans l'actualité, j'étais dans les informations. Pourquoi maintenant ça me touche plus qu'en Haïti? C'est de là il m'a expliqué. Effectivement, quand tu es dans une autre société, et c'est difficile de vivre. Et maintenant, c'est pour ça que je comprends que quand je parle avec d'autres collègues, d'autres confrères, ils me demandaient comment tu fais pour rester dans l'information, pour toujours informer la population. Parce que c'est terrible, c'est dur. Et là, c'est maintenant que je comprends comment c'est difficile pour les journalistes qui sont en Haïti. Et c'est un métier précaire, je vous le dis, on ne paie pas. C'est un métier qui ne paie pas, mais ils continuent à informer. C'est maintenant que je comprends pourquoi les confrères me posaient toujours cette question. Et franchement, pendant 6 mois, 8 mois, j'ai passé à Toulon. Je suis déconnecté, j'écris rien. J'ai commencé à douter, je commençais à réfléchir qu'est-ce que je vais faire après. Des idées qui me venaient, qui me passaient par la tête. Et jusqu'à ce que j'ai retrouvé Voix en exil, le programme même qui allait être lancé par des confrères qui m'ont partagé ça. Ils m'ont dit, Samuel, tu peux tenter ta chance parce que c'était sur concours, on va sélectionner les nombreux journalistes. Et voilà, je me suis dit, bon, ça va être bien pour moi. Jusqu'à ce que j'ai été sélectionné parmi les 15 autres confrères. Et je suis arrivé à Paris à la Maison des journalistes pour le programme, pour les 9 mois. Et c'est là, franchement, en me regardant maintenant, en me voyant maintenant, je me suis dit, avant, si j'étais pas pris dans ce programme, vont en exil, pour avoir cette connexion, pour avoir le contact d'autres confrères journalistes qui sont dans la même situation que moi, ou bien des journalistes locaux qui travaillent en France, des confrères français ou autres. Je me suis dit, peut-être j'aurais pu faire une dépression. Parce que pendant les 6 mois que je vivais à Toulon, j'avais déjà senti que j'étais mal à l'aise et il y avait d'autres idées qui me venaient à la tête. Parce que je ne me voyais pas dans d'autres métiers.
Et c'est là on a passé de très bons moments. Je commence à parler du journalisme, je commence à réécrire. Et je vois d'autres confrères afghanistans qui ont vécu pire que moi, ou bien je commence à écouter d'autres histoires, je commence à faire de l'éducation média et à l'information. Je pars dans des lycées pour expliquer les jeunes, voilà ce que c'est le métier, un métier difficile qui est très 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 beau. C'est un très beau métier aussi. Et je commence à réjouir, à avoir des connexions, à penser sur d'autres sujets, comment je peux traiter l'information d'autres manières. Et voilà, je dis ça toujours à Nice, c'est pas pour dire ouais, c'est un très beau programme, il y a des défauts, mais le programme m'a apporté cette connexion et avec le journalisme, cette connexion avec d'autres confrères. Et là, j'ai eu beaucoup de contacts, je fais des piges, des confrères qui me sollicitent pour me parler de est-ce qu'on peut travailler sur tel sujet en Haïti et la France, deux pays qui sont liés. Des confrères belges qui me contactent aussi. J'ai écouté ton histoire, Samuel. Est-ce que tu peux me donner des informations? Et là, ça fait du bien. Jusqu'au final, là maintenant, je monte mon propre projet et pour continuer à vraiment à rester dans le journalisme parce que je vous dis, je suis passionné de ça, de l'actualité. Je respire, je vis et je mange de l'information. Et donc là, tu viens de créer Éco-Migrants, un média d'investigation spécialisé uniquement sur les migrations. Pourquoi ce média? Alors en fait, quand j'étais à Toulon, je faisais du bénévolat et dans l'association qui accompagnait les demandeurs d'asile. Et j'ai écouté pas mal d'histoires. J'ai écouté tellement d'histoires des histoires qui sont des parcours différents, des histoires qui sont waouh, des témoignages qui sont très très touchants. Et d'abord, je voulais écrire des articles pour dire, voilà, expliquer et partager ces informations, ce qui est touchant avec ces personnes qui ont fui leur pays pour des histoires différentes. Et je me suis dit, bon, après écrire 2 articles, ok, ça passe. En rejoignant Voix en exil, l'idée, l'ambition est devenue plus forte. Je me suis dit, au lieu d'écrire des articles ou bien faire un documentaire, pourquoi ne pas faire une plateforme pour partager ces informations. Après, je me suis dit, bon, je faisais de l'investigation, c'est quelque chose que je connais, je le connais bien. En plus, je connais bien les parcours migratoires, j'ai beaucoup d'histoires. Et pourquoi ne pas faire ça, de faire de l'investigation. Et j'ai regardé, il y a pas beaucoup de médias qui font de l'investigation, qui vont vraiment dans la profondeur, qui parlent de la migration. Et il ne donne que des chiffres ou bien parfois il prend le sujet à la légère s'il y a de l'actualité. Et je me suis dit, je vais faire vraiment de l'investigation sur le sujet migratoire. C'est pourquoi j'ai pensé à Éco-Migrants pour faire de l'investigation, pour faire de la vulgarisation et pour faire aussi du fact-checking, vérification des faits. Et parce qu'il y a beaucoup de fake news. Pourtant, moi, qui est dans la question, qui a suivi des processus pour voir comment ça se passe, je connais bien ça. Et des fois, quand je vois des choses qui disent, je me suis dit non, il faut faire quelque chose. C'est de là et me vient l'idée de créer cette plateforme pour faire de la vulgarisation, pour faire des enquêtes, pour aller voir des choses qui n'ont pas été racontées, outre que des chiffres qu'on donne. Donc, on peut retrouver aujourd'hui Éco-Migrants sur la plateforme Substack et tu vas lancer très prochainement sur les réseaux sociaux également. Oui, l'idée, c'est d'abord de créer cette communauté, les réseaux sociaux. Et puis après, il y a une communauté, on a le site qui est déjà prêt, mais on veut créer cette communauté sur les réseaux sociaux pour que les gens voient ce qu'on veut faire, ce qu'on va faire. Et puis, le site est déjà là, mais on veut créer cette communauté sur les réseaux sociaux. Ouais. Et pour le moment, c'est Substack. Et on a les Éco-Migrants qui est déjà sur Substack, on peut le retrouver. Ouais. Merci Jean-Samuel. Avant de vous donner la parole, je vais juste continuer. Nous, on lance des appels à candidature pour les promotions. À chaque appel, on a à peu près
la première promotion, on avait 180 candidatures de journalistes, on n'a pu en prendre qu'une quinzaine. Pour la seconde, on était à peu près à 120, et là, on lance le troisième appel en mai. Donc, ça montre un peu le vivier de journalistes en exil qui sont en France aujourd'hui. Et peut-être, on devait avoir avec nous une autre journaliste afghane qui malheureusement, elle n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais peut-être vous donner un peu une idée des projets que l'on accompagne. Morsel Saya, c'est une journaliste afghane. Elle travaille sur un podcast sur les réseaux sociaux qui traite des sujets tabous, enfin des sujets de sexualité, des questions de genre en langue dari, qui est une des langues afghanes. Le but, c'est vraiment de parler directement aux femmes qui sont aujourd'hui en Afghanistan, mais aussi de la diaspora afghane. On a aussi une autre journaliste, Noélie Mariam. aussi. Mariam, oui. Mariam, ouais. Oui, Mariam Mana, qui est une journaliste afghane aussi, qui traite de sujets de l'écologie et des droits humains en Afghanistan également. On a des journalistes égyptiens qui travaillent sur la question des droits de l'homme et des prisonniers politiques en Égypte. Un journaliste tunisien qui travaille sur la corruption en Tunisie et surtout sur les nouvelles lois anti-journalistes en Tunisie. Donc on a tous ces journalistes qui travaillent sur plein de thématiques. Et vous pouvez les retrouver sur notre page Substack. On a un stand au Village des médias si vous voulez un peu plus d'informations et les liens vers les différents canaux, réseaux sociaux. Donc on sera ravis de vous accueillir. Et si vous avez des questions, à vous la parole. Merci. Oui. Vous allez recevoir un micro. Bonjour, merci. Super intéressant, évidemment. Et est-ce que, du coup, grâce à ce parcours de formation, vous avez aussi réussi à intégrer le journalisme français, c'est-à-dire participer, pas seulement travailler sur ce qui se passe dans votre pays d'origine, hein, on l'a compris que vous continuez de bosser là-dessus, mais est-ce que vous avez réussi à intégrer d'autres équipes de reporters pour travailler sur de l'investigation en France sur des sujets voilà, chez nous? Ouais, effectivement, et c'est l'un des objectifs aussi de ce programme Voir en exil, c'est d'intégrer le paysage médiatique français. Et c'est ce qui m'a apporté aussi, parce que là maintenant je fais des piges avec des médias ici. Et là aussi je suis chargé d'édition et d'un journal qui s'appelle L'œil de la Maison des journalistes, dont j'ai été résident de la Maison des journalistes. Je continue à travailler avec des confrères français, des confrères belges sur la relation diplomatique. La France et Haïti sont historiquement liés. Donc du coup, oui, j'ai intégré, vraiment, moi je peux le dire, j'ai intégré le paysage médiatique français. Ben, par contre, je sais que ça reste très difficile pour d'autres confrères et d'intégrer un média français. Pour moi, ça reste difficile aussi d'intégrer un média français. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de barrières. Parfois, il y a la barrière de la langue. Même si je sais, il y a des confrères qui sont non francophones, c'est difficile pour eux. N'imaginons pas les confrères qui ne sont pas francophones. Oui, on accueille des journalistes anglophones et francophones. Donc du coup, oui, et l'idée même, l'objectif même, c'est d'intégrer le paysage médiatique français. Et aussi avec mon média, je vais vraiment ici traiter des sujets sur la question migratoire française. Ouais. Enfin, parmi les autres journalistes, il y en a un qui a réussi à trouver un travail chez France 24 en arabe. C'est un journaliste égyptien. Mais pour les autres journalistes, ils n'ont pas tous cette ambition de créer un média, qui est vraiment un défi, mais de rejoindre des rédactions, ça a été extrêmement difficile, en fait, de leur trouver quelque chose. L'idée, c'était aussi de leur faire comprendre que c'était une pige en France, qui est un modèle un peu assez unique. Donc ça a été ça un peu le premier défi, c'est de leur comprendre comment ça fonctionnait. Par la suite, on les a mis en relation avec des médias indépendants, enfin, c'est surtout les médias indépendants qui recrutent, enfin en tout cas pour des piges. Mais voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. On les met en relation, on leur propose des sujets et après ils postulent par eux-mêmes. Mais pour trouver des contrats, c'est presque impossible à long durée. Ouais.
Je me demandais un peu comment c'était possible de faire du journalisme quand on est en exil, dans le sens, ça demande un travail d'enquête sur le terrain. Enfin, du coup, quand on est en exil, on ne peut pas aller sur le terrain, par définition. Du coup, comment ça se fait? Est-ce que ça se fait avec des personnes qui sont encore là-bas et du coup, qui risquent elles-mêmes des menaces ou qui risquent pour leur vie, etc. Enfin, concrètement, comment vous faites en fait pour avoir les infos, les témoignages, les preuves, Ouais, c'est surtout l'enquête, c'est un travail de terrain. Pour moi, là, je collabore avec des confrères français. Ce que je fais, par exemple, ça on peut le dire, même si on ne va pas entrer dans les détails. Par exemple, on collabore sur un sujet, comment des milliardaires ici en France influencent, que ce soit la politique en Haïti, ou bien participent, je peux dire, dans l'insécurité qui sévit en Haïti. Donc, du coup, là, pour moi, ce que je peux faire, et ce que je fais de mon côté, je, je donne les pistes qu'on peut avoir, les bons contacts, les personnes clés, parce que je ne peux pas retourner en Haïti. Et les confrères français, eux, qui peuvent retourner en Haïti, bon, qui peuvent aller en Haïti, c'est un peu difficile, mais qui vont quand même en Haïti, ils vont suivre les contacts. Je reste en contact avec eux pour dire, voilà, non, n'y va pas dans cette zone, ou bien cette personne est fiable, vous pouvez lui parler. Et c'est ça. Mais moi, personnellement, de faire une enquête de mon propre gré sur Haïti, ça reste très, très difficile et peu crédible aussi parce que je ne suis pas sur le terrain et je ne sais pas si c'est de la bonne info, même si j'ai des contacts fiables. Ne pas être sur le terrain, c'est extrêmement difficile. Pour les autres journalistes que l'on accompagne, c'est exactement ça. En fait, ils ont été journalistes très longtemps dans leur pays et ils ont toujours ce réseau de journalistes. On a des journalistes, une autre journaliste afghane qui a fait de l'investigation, qui aujourd'hui essaie de travailler sur un projet pour garder en mémoire, en fait, avoir des archives des militantes féministes en Afghanistan, pour que ça ne se perde pas. Elle a toujours des contacts avec des femmes qui sont présentes en Afghanistan. Et l'idée, c'est d'avoir des interviews de ces femmes et d'avoir des interviews filmées et de savoir ces interviews ici, d'en faire un documentaire. Pareil pour la question une journaliste militante queer iranienne qui a toujours des réseaux sur place. Il y a aussi la question de la diaspora qui est très importante. On a une journaliste biélorusse qui travaille toute sa vie à Moscou et qui, elle, travaille sur les questions de journalisme et les menaces faites aux journalistes. Donc, elle discute avec tous ces journalistes russes qui sont en exil en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et en fait, c'est ça un peu, j'allais dire, la richesse de ces journalistes, c'est qu'ils ont ce réseau-là, ils connaissent le terrain, et même s'ils sont en exil, ils peuvent toujours continuer à informer. Et ils restent très importants pour la sphère publique dans le pays d'origine, parce qu'ils sont encore écoutés. La plupart des journalistes que l'on accompagne, pas tous et toutes, mais la plupart, ont des communautés très importantes sur les réseaux sociaux. Des centaines de milliers de personnes les suivent encore sur les réseaux aujourd'hui. Alors, si j'ajoute, peut-être je peux dire ce que les patrons des médias français ne comprennent pas, parce que un journaliste qui est ici, qui est réfugié, qui a été menacé, c'est pour des raisons. Donc, du coup, il connaît bien le territoire, il connaît bien la région. C'est en quelque sorte un spécialiste. Et pour voir, il y a un autre journaliste local qui ne connaît pas, qui ne maîtrise pas vraiment le sujet. Et à 90% de chance, l'information va être biaisée. Je peux le dire. Parce que comparé avec un journaliste qui a vécu pendant toute sa vie dans une région, bien dans un pays, il connaît bien. Et, par exemple, moi, je peux vous dire, là, on a un premier ministre. Je peux vous dire, bon, il y a déjà les élections en août, tout ça. Moi, je peux vous dire, à 80% de chance, il ne va pas y avoir des élections cette année. Parce que à chaque fois que je connais les élections en Haïti, je connais comment ça se passe. Et la capitale est contrôlée à 100% par des gangs. Et pour avoir des élections, on ne peut pas passer outre Port-au-Prince. C'est la capitale économique et politique. Et je peux vous dire aussi, j'ai eu des interviews avec des directeurs exécutifs du conseil électoral et je connais comment ça marche. Pour mettre en place la machine électorale, au moins 2 ans ça prend. Et on a lancé la machine électorale en janvier et pour août, 8 ou 9 mois, ce n'est pas possible.
Donc, du coup, on a cette spécialisation, on a cette expérience, on connaît bien le terrain. Et comparativement avec un journaliste qui sont des professionnels, je sais, j'admire, mais qui ne connaît pas vraiment le terrain, qui va donner une information peut-être demain qui va changer ses idées, qui dit, bon, c'est ce que j'avais dit avant, non, c'est pas ça. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ? Très court. Oui, vous avez dit au tout début qu'il y avait, par rapport aux promotions, la première, il y avait 180 et l'autre 120, et que vous n'avez pris que 15. Alors, est-ce que ça veut dire que les autres candidats c'était pas crédible, leur projet, tout ça, ou c'est uniquement des raisons budgétaires qui ont fait que, malheureusement, vous n'avez pas pu retenir d'autres candidats? Et est-ce que vous gardez quand même contact? Qu'est-ce qu'ils viennent, ces gens-là? Mais bon, tant mieux qu'il y en a qui, les 15, c'est bien pour eux, mais les autres, je veux dire, c'est quand même des gens exilés, des journalistes. Enfin, il y a un potentiel, il y a une richesse qui, malheureusement, ne peut pas, je dirais, s'épanouir, et c'est un peu regrettable, quoi. Donc, je voudrais savoir si, malgré qu'ils ne soient pas retenus, est-ce qu'ils sont pris quand même des contacts avec les médias indépendants? Enfin, est-ce qu'ils ont une autre solution qui s'offre à eux? Parce que c'est... voilà, quoi. Oui, il y a des critères... Bon, il y a les questions de budget, forcément, on ne peut pas, malheureusement, accompagner tous ces journalistes. Il faut retirer aussi, on a beaucoup de journalistes qui candidatent, mais c'est des journalistes qui ne sont pas en exil et qui peuvent tout à fait retourner dans leur pays. Il y a une partie, mais ils sont minoritaires. Et puis pour les autres journalistes, certains ne sont ni anglophones ni francophones, et c'est assez difficile pour nous de les accompagner parce que c'est des formations collectives. Et aussi, s'ils veulent intégrer un média français ou même un média international, le fait de ne maîtriser aucune de ces langues, ça peut vraiment nous rendre compliqué pour nous le fait de les accompagner. Mais ce que l'on fait, c'est qu'on garde le contact de ces journalistes, on leur recommande de faire des cours d'anglais ou de français et de repostuler pour les promos qui vont arriver après. C'est ce que l'on fait avec pas mal d'entre eux. Mais après, il y a d'autres critères. En fait, on passe aussi par RSF notamment, mais aussi nos propres réseaux pour savoir les profils des journalistes. On fait aussi très attention avec les profils. Certains peuvent ne sont pas des journalistes, ou alors peuvent être problématiques parce qu'il y a eu on dit en France, ils ont eu des casseroles. Donc il y a vraiment un travail de sélection qui est fait en amont, et en retirant ceux que l'on veut éviter d'avoir. Pour les autres, on essaie de créer une sorte de plateforme où on leur partage, en fait, lorsqu'on fait des masterclass. Avec le dernier, c'était la masterclass, c'était avec Pierre Aski. On invite tous ces journalistes, par exemple, à participer. Mais voilà, l'idée, c'est peut-être pour les prochaines promotions ou après 2027, parce que le projet doit finir en 2027, c'est comment, en fait, organiser une base de données avec tous ces journalistes. Et RSF, elle accompagne énormément, elle a déjà ces bases de données, mais faire en sorte que même en arrivant en France, on puisse continuer à aller avec une newsletter ou pour leur faire circuler toutes les opportunités professionnelles, par exemple, qui peuvent les intéresser. Mais c'est vrai que c'est une prochaine étape que l'on espère voir arriver après 2027. Merci beaucoup. Un grand merci aux médias pour la qualité et la richesse de leurs échanges. Rendez-vous sur lapayette.net pour découvrir les autres rencontres du Festival des médias indés 2026 de Rennes.